Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable casse-tête géopolitique, une situation qui évolue à une vitesse folle, le face-à-face ultra complexe entre les États-Unis, l'Iran et tous les acteurs clés de la région. C'est un sujet dense, c'est vrai, mais les enjeux mondiaux sont tout simplement colossaux. L'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça de manière totalement impartiale, en s'appuyant uniquement sur les faits et les rapports les plus récents. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quand deux nations tracent une ligne rouge dans le sable, la vraie question c'est qui va cligner des yeux en premier? C'est exactement le cœur de cette crise. Et on ne parle pas juste d'une petite brouille diplomatique là. On parle d'un blocage à l'échelle mondiale où la moindre erreur de calcul pourrait littéralement remodeler l'économie et la sécurité internationale. L'échiquier est en place, les pièces bougent et les enjeux n'ont vraiment jamais été aussi élevés. Au programme, pour y voir plus clair, on va d'abord regarder les exigences de l'Iran, puis on passera à la position américaine. Ensuite, on analysera les pressions régionales, les réalités militaires sur le terrain, et enfin, on verra comment tout ça participe à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Commençons tout de suite par notre première partie, les conditions fermes posées par l'Iran. D'après les rapports d'Al Jazeera, le guide suprême iranien a mis sur la table 5 conditions préalables. Et attention, elles sont présentées comme non négociables. On parle de la fin de la guerre au Liban, de la reconnaissance de leur souveraineté sur le détroit d'Ormuz, de la levée totale des sanctions, de la libération de tous les avoirs gelés, et enfin de compensation pour les dommages de guerre. Le point crucial à retenir ici, c'est que l'Iran exige que tout cela soit réglé avant même de commencer à discuter d'autre chose. En fait, les sources iraniennes sont formelles. C'est un refus catégorique d'entamer un second round de négociations sans que ces mesures, qu'ils appellent de confiance, ne soient concrètement appliquées. L'Iran reste totalement inflexible. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent la présence navale américaine continue dans la région, même après un cessez-le-feu, comme la preuve évidente que les négociations sans conditions préalables sont tout simplement peu fiables. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la position américaine face à ces exigences. Ce qui est vraiment frappant quand on analyse la situation, c'est le contraste énorme entre les deux camps. Face à la longue liste d'exigences très spécifiques de l'Iran, la ligne rouge de l'administration américaine semble se résumer à une seule et unique obsession. Parfaitement illustrée par cette citation de Donald Trump, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. C'est le point de focalisation absolu. Mais attention, il y a un décalage assez fascinant entre le discours public et les actions stratégiques en coulisses. D'un côté, on a une posture publique américaine pleine de confiance, qui affirme pouvoir gérer la situation militairement en se concentrant sur le nucléaire. De l'autre, on observe un pragmatisme beaucoup plus discret. Par exemple, un voyage diplomatique majeur à Pékin impliquant non seulement des politiques, mais aussi de hauts dirigeants d'entreprises technologiques et financières. L'objectif? Discuter d'enjeux économiques mondiaux bien plus vastes. Ça montre bien que l'Iran n'est en réalité qu'une pièce sur un échiquier beaucoup plus grand. Passons maintenant à la troisième section. Comment tout cela se traduit sur le terrain pour les pays voisins? Parce que l'échiquier régional est une véritable poudrière. Si on regarde les différents acteurs, la prudence est de mise, mais l'action reste constante. L'Arabie saoudite, par exemple, aurait mené des frappes de représailles assez discrètes en mars pour tenter de rétablir une certaine dissuasion. En Israël, on rapporte un véritable épuisement interne face à une guerre sur plusieurs fronts. Et pendant ce temps, au Liban, les médias israéliens indiquent que le Hezbollah manœuvre stratégiquement pour consolider son pouvoir. Bref, chaque acteur avance ses pions sous une pression absolument extrême. Et c'est justement cette pression qui provoque des revirements de communication assez inattendus. Prenez le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Lors d'une interview sur 60 Minutes, il a soudainement exprimé l'idée de sevrer progressivement Israël de l'aide militaire américaine. C'est quand même un contraste saisissant avec les récentes demandes d'une garantie de financement sur 20 ans. En fait, ce changement de ton semble être une réponse directe à l'opinion publique américaine qui commence sérieusement à scruter le budget alloué à l'aide étrangère. Il faut bien comprendre les défis colossaux auxquels Israël fait face en interne aujourd'hui. Les sources se pointent vers un épuisement opérationnel des forces armées, au point que certains estiment qu'il faudrait massivement plus de troupes pour tenir le rythme. À cela s'ajoutent des manifestations internes très dures sur les exemptions de services militaires, une montée du chômage, une pression économique bien réelle, et sans oublier l'impact à long terme des mouvements de boycott mondiaux. Tenir un conflit prolongé sur autant de fronts, c'est devenu un immense défi. Mais cette pression, elle traverse l'Atlantique. Aux États-Unis, la fatigue des électeurs concernant les dépenses à l'étranger est en train de bousculer les élections primaires. On voit de nouveaux candidats cibler très ouvertement les politiciens qui soutiennent l'aide étrangère inconditionnelle. Leur argument? L'argent doit d'abord aller aux infrastructures locales sur le sol américain. Paradoxalement, la politique étrangère est donc devenue un enjeu électoral ultra-local.
Ce qui nous amène à notre quatrième partie, et c'est un point décisif, les vraies capacités militaires et leurs contraintes logistiques. On entend souvent le mot blocus dans les médias, mais il faut regarder la réalité du terrain, particulièrement dans le détroit d'Ormuz. Selon les sources, on est très loin d'un blocus militaire hermétique où rien ne passe. En réalité, les opérations navales américaines actuelles n'interceptent qu'une partie du trafic. Cela laisse à l'Iran un avantage géographique asymétrique indéniable et une capacité prouvée à perturber cette zone vitale. Le point crucial ici, le vrai cœur du problème, c'est le dilemme quasi impossible des stratèges américains. C'est l'option A contre l'option B. Option A, continuer à vider les stocks de munitions pour tenter de supprimer la menace iranienne, mais au risque de se retrouver sévèrement vulnérable dans d'autres régions du monde, comme le Pacifique. Ou option B, se retirer et laisser l'Iran et ses alliés s'emparer d'un pouvoir régional considérable. C'est littéralement un choix entre deux mots. Et ce dilemme s'explique par des faits très têtus. Les think tanks à Washington tirent la sonnette d'alarme sur des contraintes sévères en matière de munitions. L'industrie de la défense américaine produit des équipements extrêmement sophistiqués, c'est un fait, mais en petite quantité. Les rapports estiment qu'il faudrait des années pour reconstituer les stocks actuels. Ça montre clairement que le rythme de production est aujourd'hui en décalage avec les besoins immédiats d'une présence militaire mondiale sur plusieurs fronts. De l'autre côté du miroir, les analyses suggèrent que l'Iran a plutôt consolidé sa position. Le pays a montré sa capacité à encaisser et à se défendre lors d'un conflit intense de 40 à 50 jours. Il garde la main sur la gestion du détroit d'Ormuz, qui est, rappelons-le, une artère énergétique mondiale. Mieux encore pour eux, ces tensions semblent avoir soudé une unité politique interne renouvelée, avec une volonté assumée d'absorber des dommages économiques et matériels très lourds s'il le faut. Prenons un peu de hauteur pour notre dernière section. Comment tout ça redessine-t-il l'ordre mondial ? Il y a un changement de ton rhétorique au sommet de l'État américain qui est absolument fascinant. Affirmer ouvertement, comme l'a fait Donald Trump, que les États-Unis et la Chine sont les deux superpuissances du monde, ce n'est pas anodin. C'est une reconnaissance pragmatique, peut-être même un peu à contre-cœur, qu'une nouvelle hiérarchie mondiale est en train de s'installer. Et ça illustre brillamment un véritable basculement de paradigme. Quand même, des analystes néoconservateurs historiques comme Robert Kagan, qui ont toujours milité pour une suprématie américaine écrasante, finissent par dire que cette impasse avec l'Iran va accélérer la création d'un monde multipolaire, c'est qu'il se passe quelque chose de profond. Ils constatent que l'hyperpuissance américaine est en train de s'affaiblir fondamentalement. En fait, tous les signaux qu'on vient d'analyser clignotent dans la même direction. Le pouvoir se redistribue à l'échelle mondiale, tissé par des intérêts économiques croisés. L'idée d'une suprématie militaire unilatérale montre aujourd'hui ses limites visibles. La stratégie consistant à pleuvoir des sanctions perd de son mordant, et surtout, des puissances régionales s'affirment et exercent un contrôle souverain sur des ressources hautement stratégiques. Ce qui nous amène à une réflexion majeure pour conclure cette analyse. Alors que la suprématie militaire incontestée cède peu à peu la place aux réalités complexes d'un monde multipolaire, on est en droit de se demander comment la nature même de la diplomatie moderne va-t-elle s'en trouver transformée. La façon dont se dénouera cette impasse américano-iranienne nous donnera sans aucun doute un début de réponse. C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.